Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter un nouveau conte des contes de ma grotte aux fées. Alors voici donc le livre duquel est issu ce conte. Et ce conte va être Les bandits de Tarascon. C'est un petit conte, une histoire vraie. Donc, c'est une curieuse aventure, je commence donc, qui est arrivée à Nobecasteret, près du village de Tarascon. Il ne s'agit pas du Tarascon d'Alphonse Daudet, ni du fameux Tartarin de Tarascon, dont Marcel Pagnol a fait un film assez amusant. Dans le département de l'Ariège, Tarascon est une petite commune, sans doute moins célèbre que celui d'Alphonse Daudet, mais qui contient plusieurs curiosités. L'une d'elles réside dans une colline de pierre blanche, grillée par le soleil d'été, cramoisie aux buissons réduits à l'état de brindilles pratiquement, voilà, et qui et qui domine le village de Tarascon, qui est au pied de cette colline. Dans cette colline s'ouvrent deux grottes, l'une située à peu près aux 2/3 de la hauteur de la colline, l'autre en bas. Les deux ont en commun un certain gigantisme. Celle du bas avait été remarquée par les Allemands pendant la guerre de 39-45, c'est une curiosité, et la Luftwaffe d'Hermann Göring y avait projeté d'y faire un aéroport souterrain, une usine de fabrication d'avions, de Messerschmitt, etc. Et les Allemands avaient commencé à damasser le sol, à le niveler, à le bétonner, et c'est ce que l'on voit actuellement surtout. Ce que je sais de mémoire, c'est que évidemment, il n'y a pas d'avion, je crois, qui a pu atterrir là, en raison du Porsche, il faut viser juste, mais il y a un Messerschmitt qui a décollé par contre. Voilà. Imaginez cet avion qui vient des profondeurs de cette immense grotte, qui s'aligne en face du Porsche, qui allume ses lumières dans l'ombre et qui accélère pour décoller. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas celle-ci qui intéressait Casteret, c'est celle du haut, qui s'ouvre par un majestueux porche aussi, et avec une superbe vue sur le paysage ariégeois d'en face. Voilà le cadre. C'est dans le village de Tarascon-sur-Ariège que Nobecasteret arrive par une de ces belles journées d'été de 1920. Le soir, ayant besoin de faire quelques emplettes, il rentre dans une épicerie qui fait aussi bar. Bar. C'est-à-dire qu'elle sert de l'alcool, des boissons. Bon. Dans un coin de la salle sont assis des consommateurs et particulièrement un groupe d'hommes que Casteret juge lui-même, il était jeune Casteret à cette époque, à mine patibulaire. Ces gens ne lui font pas bonne impression. Elle le regarde d'ailleurs comme un étranger. À cette époque, il y avait peu de voitures d'ailleurs. Lui était sans doute à bicyclette. Et donc, au sens de conduite à bicyclette. Et donc, un étranger, ça passait mal là, dans le pays. Voilà. Les choses ont bien changé depuis. À proximité se trouvent des usines, oui, il y avait des industries à cette époque,
il y avait des industries, les usines du groupe Péchinet, qui emploient à cette époque beaucoup de monde. Peut-être étaient-ce certains ouvriers, là, ceux qui étaient à mine patibulaire, là, rôdés comme les mineurs à une rude vie. Toujours est-il que Casteret, qui était d'un naturel très humaniste et souvent loquace, discute avec l'épicier. Et au passage, toujours en quête de nouveaux trous, Casteret explique qu'il est spéléologue et qu'il vient explorer la grotte du bout de la montagne, la grotte dite de Pradière. Sans aucun doute, comme dans ce pays il n'y a pas beaucoup d'étrangers à Tarascon, la salle entière écoute cet étranger qui parle. Et la si curieuse activité qu'il exerce, spéléologue, et le motif, explorer le monde souterrain. Drôle de type. Norbert Casteret sort de l'épicerie et comme la nuit est tombée, il gravit le long ébouli de cailloux, de rochers, etc., qui mène là-haut au porche de la grotte dite de Pradière, à travers les buissons épineux d'ailleurs, qui peuplent ici ou là la pente. À peine arrivé, il se met à l'abri sous le porche et il s'installe. Un violent orage nocturne éclate alors. Impressionnant. Le fracas de la foudre se répercute sous les voûtes de la caverne. À croire, écrit-il lui-même, que tous les diables de l'enfer étaient réunis dans cet antre sonore. C'est vrai que l'entrée en matière, qui va expliquer la suite, est impressionnante, surtout quand on est seul. La solitude dans notre société, Simone Signoret, La solitude n'est plus ce qu'elle était, son livre, voilà. Donc la solitude, on la connaît pratiquement. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent seules dans les grandes villes, mais sinon dans la foule, il n'y a plus de solitude. La solitude, c'est celle du petit enfant qui est perdu dans un supermarché et on entend un micro qui dit « Le petit Jean attend sa mère au comptoir, etc. » C'est ça la solitude véritable, la peur. Voilà. Toujours est-il, pour revenir à Casteret, cela ne facilite pas l'endormissement. C'est vers 2 heures du matin que l'orage ayant cessé, et la nature étant retombée dans le silence, Norbert Casteret commence enfin à s'endormir. Tout à coup, voici un bruit inattendu. Nul doute, des pierres roulent. Il y a quelqu'un en train de gravir l'éboulis, un peu en contrebas. Casteret est pleinement réveillé. Il tend l'oreille. Les pas se rapprochent et montent vers la caverne. Mais une élémentaire question se pose. N'est-ce pas un animal, tout simplement? Pendant qu'il était cette réflexion, dans le silence majestueux de la nuit, retentit un éternuement sonore, et en partie réprimé. Casteret est stupéfait. Il s'agit bien d'un homme. Mais que diable vient faire un homme à cette heure-ci, à plus de 2 heures du matin, dans ce coin reculé, isolé? Que diable? Casteret écrit
L'intention d'un homme montant vers la grotte à 2 heures du matin m'apparaissait claire. C'était un des consommateurs de la veille qui venait me surprendre et m'attaquer pour me dévaliser dans ma retraite solitaire. C'est alors que l'image des consommateurs du bar revint à son esprit. Les hommes à mine patibulaire avaient dû trouver l'occasion bonne, un étranger isolé. Au même instant, celui qui monte, surpris par son éternuement intempestif, se tient quoi? C'est-à-dire il dit rien, il bouge pas. Et Casteret entend distinctement plusieurs autres individus en train de gravir les pentes de l'éboulis. C'est un guet-apens organisé. Le spéléologue a peu de chances d'être secouru. La seule défense est la fuite. Casteret éteint sa bougie et à tâtons, dans l'obscurité complète, trébuchant sur les rochers, il pénètre dans les profondeurs de la caverne au risque de se rompre le cou. Là, derrière un grand rocher, il se met à l'affût. Et c'est ainsi dans cette position à l'affût que la nuit s'écoule, dans une angoisse certaine, mais finalement, rien ne se produit. Et Casteret finit par s'endormir sur place. Le matin tant désiré pour éclaircir les éléments de l'affaire, le matin le soleil inonde le porche de la grotte. Un peu comme dans Ainsi parlait Zarathustra, Also sprach Zarathustra de Nietzsche, quand Zarathustra sort de sa caverne et s'avance sous le porche et s'adresse au soleil. Au soleil, que serais-tu sans moi, mon aigle et mon serpent? Donc, pour Casteret, qui n'en est pas à ses considérations philosophiques, loin de là, s'avance. Il revient à la lumière. Il avance prudemment, on ne sait jamais, à demi rassuré, très attentif au moindre bruit, à la moindre ombre suspecte, des fois qu'il soit caché à l'intérieur du porche. Tout à coup, de derrière un bloc, plusieurs formes surgissent, simultanément, se bousculent, et puis s'enfuient en un galop effréné dont l'écho roula sous les voûtes sonores. Ce fut la dernière émotion de Norbert Casteret au cours de cette nuit épique, mouvementée, inquiète. Il s'agissait de 4 moutons qui, en raison de l'orage, étaient venus de loin pour s'abriter sous le grand porche de la grotte. C'était leur approche, leur montée dans les cailloutis, qui était à l'origine de l'alerte, de l'affolement de Norbert Casteret. Quant à l'éternuement, qui suscite tant de frayeur, il est à noter, et vous le saurez vous aussi, que les moutons toussent. Oui, ils toussent. Ils éternuent aussi, ils éternuent. Eh bien, exactement comme les humains. Ça, Norbert Casteret ne le savait pas, moi non plus d'ailleurs. Mais Norbert Casteret, donc, l'a appris cette nuit-là, ce matin-là plutôt. Voilà.
Voilà, je tenais à vous faire part de cette petite histoire que j'ai rédigée et racontée sous l'angle du conte, et qui est courte mais pittoresque. Eh bien, nous verrons un autre de ces contes une autre fois. Et d'ici là, je souhaite à tout le monde, à toutes et à tous, eh bien, une bonne continuation dans leurs activités, mais surtout de se souvenir de ces contes et puis de devenir à leur tour des conteurs au grand émerveillement de ceux qui sont autour. Voilà, je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.